Beaucoup de data scientists, que ce soit les data scientists en formation ou bien même les data scientists professionnels, commettent souvent cette erreur d'écrire du code monolithique lorsqu'il s'agit de projets de machine learning. Et ceci est une très grande erreur parce que vous êtes appelé à travailler en équipe dans votre entreprise et donc écrire du code monolithique ne va pas non seulement vous-même vous arranger, mais ne va pas permettre à vos collaborateurs de comprendre ce que vous avez fait et de pouvoir vous aider éventuellement au niveau de votre code. Alors, c'est quoi code monolithique? Dans cette vidéo, je te parle d'une bonne pratique à adopter en matière de projet de machine learning. Cette bonne pratique, c'est la modularisation du code de machine learning. Alors, pourquoi écrire du code modularisé en apprentissage automatique? Parce que d'abord, le code modularisé va vous permettre de gagner du temps et de réflexion, surtout lorsqu'il va s'agir de débugger le code. Je vous explique. Prenez un exemple tout simple. Lorsque vous voulez faire un déménagement, alors pour faire un déménagement, on range ses affaires dans des cartons. Imaginez que vous choisissez de ranger toutes vos affaires, que ce soit les documents, les, 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 les documents papier, les documents, je sais pas, les cartables, vos cahiers au collège, vos cahiers à l'université, vos plats, vos chaussures. Vous décidez de tout ranger dans un même grand carton. C'est-à-dire, vous prenez tout ce que vous avez dans votre maison et vous le mettez dans un seul et même grand carton. Et vous prenez ce carton et vous déménagez avec. Et arrivé dans votre nouvelle maison, supposons que vous voulez chercher un document papier, peut-être une attestation, un certificat, un diplôme, d'accord? Vous voulez chercher ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est ouvrir ce grand carton et commencer par fouiller, d'accord? Ça, c'est une première situation. Deuxième situation, quelqu'un qui veut déménager et qui plutôt va prendre plusieurs petits cartons et ranger ses affaires dans ces petits cartons. Il va prendre un petit carton pour ranger ses diplômes, peut-être même faire un petit carton pour ses diplômes euh, reçus au lycée, ou bien voilà ses diplômes et ses cahiers reçus au lycée, ses documents de l'université. Il va faire un autre petit carton pour mettre ses chaussures, il va faire un autre petit carton pour mettre ses habits, etc., etc. Entre les deux types de rangement, lequel est le plus efficace selon vous? Alors, comme vous vous en doutez bien, c'est le second type de rangement qui est le plus efficace. Parce que si vous, avec ce second type de rangement, si vous voulez retrouver par la suite n'importe quel objet, vous allez seulement identifier le carton. Peut-être les cartons sont dans des couleurs différentes, ou bien les cartons sont, vous avez écrit, vous avez marqué les cartons selon leur contenance. Donc, ça va vous permettre de retrouver facilement n'importe quel objet que vous cherchez. C'est la même chose qui se passe en machine learning. En machine learning, très souvent, nous écrivons, je dis nous parce que moi-même y compris, parfois sur des projets professionnels, je fais cette erreur-là, ou bien voilà, on se laisse aller. Mais en entreprise, je vous assure que ce n'est pas une bonne pratique. D'accord? Parce que vous êtes appelé à travailler en équipe. Donc, il faut adopter les bonnes pratiques. Donc, le fait d'écrire du code modularisé, nous allons voir concrètement ce que c'est que du code modularisé. Mais pour vous donner une image, c'est déjà cette image que je vous présente, c'est-à-dire le code que nous écrivons souvent, c'est un code dans notre notebook, c'est très long. Voilà, ça part du haut en bas comme ça, de façon verticale. Alors que le code modularisé, vous rangez en quelque sorte votre code dans des petits cartons. Donc ici, il va s'agir dans des petits fichiers Python, si vous travaillez avec Python, bien sûr. Nous allons voir dans la suite un exemple concret. Donc, premièrement,
le code modularisé en apprentissage automatique va vous permettre de gagner du temps et de gagner du temps en réflexion, surtout lorsqu'il s'agira de débugger votre code. Vous allez tout de suite savoir où est le problème. Le code modularisé est beaucoup plus élégant. Donc, quand vous prenez l'exemple que je vous ai donné, l'exemple du rangement, du déménagement, c'est beaucoup plus élégant de ranger dans des petits cartons et de faire votre déménagement. C'est beaucoup plus élégant plutôt que de mettre tout dans un seul même carton, voilà, de foutre le bordel partout. Excusez-moi pour le thème. Et le code modularisé est aussi facile à lire et à comprendre. Donc, comme je vous le disais, vous êtes appelé à travailler en entreprise. Et quand vous travaillez en entreprise ou dans une organisation, vous ne travaillez pas le plus, et vous ne travaillez pas seul. D'accord? La plupart du temps, vous ne travaillez pas seul dans un projet de machine learning. Vous travaillez dans une équipe. Donc, il est plus facile à vos collègues de lire, de comprendre votre code et de pouvoir vous aider si vous avez écrit un code modularisé. Le code modularisé a aussi un avantage en ce sens qu'il facilite le travail en équipe, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois, et permet à vos collaborateurs de mieux vous aider et d'y contribuer à son amélioration. Donc, le code modularisé aussi facilite la mise en production de votre modèle de machine learning. Donc, je vais d'abord commencer par vous donner un exemple de code monolithique. Ça, tout le monde sait le faire dans un notebook. On écrit tout, voilà, verticalement comme ça. Et après, je vais transformer ce code monolithique en un code modularisé afin que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, exemple de code monolithique. Donc, je vais créer un simple modèle de régression logistique pour prédire le cancer du sein. D'accord? Donc ici, c'est un jeu de données qui se trouve dans le module dataset de sklearn et je vais importer l'algorithme de régression logistique tout simplement. Donc j'exécute cette cellule et j'exécute la suivante aussi pour charger les données. Donc les données, bon, on peut les visualiser, c'est des tableaux NumPy, d'accord? Et ici, vous avez les features et là, vous avez la variable cible. Donc 0, la personne n'est pas atteinte de cancer et 1, la personne est atteinte du cancer. Et nous, notre modèle, on va construire un modèle qui sera capable de prédire si d'autres patients dont on connaît les caractéristiques auront le cancer du sein ou pas. D'accord? Donc, pour ce faire, je peux choisir de faire un pré-traitement d'abord, précisément une standardisation des données, parce que je remarque apparemment mes features ne sont pas à la même échelle. Donc, je peux choisir de faire une standardisation. Donc, on le fait avec le module pré-processing de sklearn et la fonction standard scaler. Donc, j'exécute ça. Alors, ici, je peux vous montrer un peu la distribution des données au niveau de la variable cible. Donc, la distribution des données, donc j'ai 212 patients qui n'ont pas le cancer et qui ont le cancer, donc, et 357 qui n'ont pas le cancer. Donc, je peux regarder ça avec Pandas en faisant tout simplement, si j'importe Pandas, et si je fais pd data frame de y et j'applique la méthode value counts, vous allez mieux visualiser la distribution de notre variable cible. Donc 1, 357, donc 357 personnes ont le cancer et 212 n'en ont pas. Donc ici, voilà, c'est ce que j'ai fait ici, normalize égale true. Donc je peux effacer ça. Voilà. Donc on a un petit déséquilibre de classe, d'accord? Ce qui fait qu'il faudra mettre l'argument class word égale balance au niveau de l'algorithme de régression logistique. Ok? Donc, je fais la formation du modèle. Ça, vous savez le faire. Si vous êtes vraiment nouveau
en machine learning, je vous mets le lien de mon livre euh, sur le machine learning dans la description de cette vidéo. D'accord? Et comme ça, vous allez vous familiariser avec la formation du modèle de machine learning. Je calcule le score de mon modèle, donc 80, approximativement 98%. Et je fais une validation croisée, d'accord, afin de calculer la moyenne. Donc, je fais la validation croisée. Le score moyen, c'est 0,97. Donc, le score de mon modèle n'est pas loin du score de la validation croisée. Donc, je peux dire que ce modèle, quand même, il sera bien, il pourra bien se généraliser sur de nouvelles données. OK? Voilà. Et si je suis content, je sauvegarde le modèle. OK? Donc ça, c'est vraiment un exemple simple, hein. C'est vraiment très simple. Un projet de machine learning, c'est beaucoup de choses, évidemment. La partie nettoyage des données, la partie feature engineering qui est très importante, un bon pré-traitement des données, beaucoup de choses. L'analyse exploratoire qui vient en amont de tout ça là pour bien comprendre le jeu de données. Mais ici, ce n'est pas une formation en machine learning, c'est pour vous montrer une bonne pratique en apprentissage automatique qui est d'écrire du code mono et modularisé au lieu du code monolithique dont on vient de voir un exemple. Donc, ça, c'est ce que la plupart d'entre nous faisons. OK? Moi y compris. Mais en entreprise, ce n'est pas bien de travailler comme ça. En entreprise, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire du code modularisé. Donc, ranger en quelque sorte votre code dans des petites boîtes. OK? Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Le code modularisé. Et comment on écrit du code modularisé? L'une des méthodes les plus simples de modularisation est de créer différents fichiers Python, d'accord, dans des fichiers .py pour différentes tâches de votre projet. Comme tâche d'un projet, on peut avoir l'importation des données, on peut avoir la division des données en ensemble d'entraînement et ensemble de tests, on peut avoir la phase de modélisation elle-même, on peut avoir la phase de cross validation et finalement on peut avoir la phase de sauvegarde du modèle. Donc pour chaque tâche, vous faites un fichier Python et dans ce fichier Python, il peut y avoir plusieurs fonctions selon que vous avez des sous-tâches dans une tâche. OK? Et nous allons voir un exemple tout simple. Ce que nous avons écrit sous forme de code monolithique ici, nous allons le transformer en un code modularisé. Et après, je vais vous expliquer, vous allez voir par vous-même ce que vous avez comme gain en écrivant, ce que vous avez comme bénéfice en écrivant du code modularisé. Première tâche, faites un fichier Python pour importer vos données. D'accord? Vous importez vos données et vous retournez une data frame, par exemple. OK? Ou bien vous retournez la data frame des features et la variable cible. Comme ça, c'est fait une fois pour de bon. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé une fonction Python dans mon fichier loaddata.py et j'ai écrit le script permettant d'importer non seulement mes données, de charger mes données. Ici, mes données sont dans un module, donc je les charge. Mais je retourne deux objets, mes features et ma variable cible. Donc, moi, je vous conseille pour votre projet de machine learning d'écrire une telle fonction, mais qui va retourner votre data frame des features ainsi que votre variable cible, x et y. Une fois que c'est fait, vous allez maintenant écrire une fonction pour faire le split de vos données. Entre les, comment dire, l'importation des données et le split, il peut avoir une phase d'analyse exploratoire. Vous faites aussi un fichier Python pour mettre les fonctions qui vont être utilisées dans votre analyse exploratoire. Après cette analyse exploratoire, il peut y avoir une phase de traitement, de pré-traitement de données. Vous pouvez avoir la standardisation, vous pouvez avoir l'encodage des variables catégorielles. Donc faites un fichier Python aussi pour cette tâche-là. Et dans ce fichier Python, vous pouvez avoir plusieurs fonctions. OK? Ici, c'est un exemple tout simple, donc on va aller très vite. Datasplit.py, j'ai une seule fonction dedans. Cette fonction me permet de retourner
l'ensemble d'entraînement et l'ensemble de tests. Ok, donc j'ai le isTrain, le isTest, le yTrain et le yTest. Après, je passe à la phase de modélisation. Là aussi, je crée une fonction qui va me permettre de modéliser mes données. Donc, la fonction aussi, elle est tout simple, c'est une fonction de régression logistique. Mais attention ici, il y a une particularité en ce sens que je fais une condition sur la distribution de ma variable cible afin de pouvoir mettre l'algorithme balance. Donc, si vous regardez la documentation de l'algorithme de régression logistique dans sklearn, il y a cet argument qui est là, qui doit être utilisé lorsque vous avez un problème de déséquilibre de classe au niveau de vos données. Ok, donc je fais ma condition si le ratio, c'est-à-dire le ratio c'est quoi? C'est le nombre de valeurs, le nombre d'observations de classe 0 que j'ai sur le nombre d'observations de classe 1. Si ce ratio est supérieur à 1,25 ou si ce ratio est inférieur à 0,8, alors j'ai déséquilibre de classe. Là, je peux écrire l'argument class weight égale balance dans l'initialisation de mon modèle de régression logistique. Si ça ne respecte pas la condition, alors je fais tout juste logistique régression comme ceci. Ok, donc c'est à vous d'écrire votre fonction aussi qui va vous permettre de retourner un modèle. Attention, ici je fais déjà l'entraînement à ce niveau. Donc le modèle il prend en argument isTrain, yTrain et d'autres peut-être paramètres de votre algorithme. Ici j'ai pris l'algorithme masse IT et l'hyperparamètre masse IT égale à 500. Ça veut dire que si je veux régler par exemple les hyperparamètres, je peux venir changer des valeurs ici. Ok, et attention, le modèle fit retourne un objet, un modèle entraîné, d'accord, un algorithme entraîné qui donne un modèle. Maintenant, une autre tâche, je fais ma validation croisée. Donc, je fais ma validation croisée et je retourne le score, les scores. Donc, je prends mon modèle, je prends isTrain, yTrain par exemple, et je fais, j'ai le nombre de plis, d'accord, parce que je vais utiliser la fonction crossValScore. J'ai le nombre de plis ici qui est égal à 3 par défaut et je retourne les scores au niveau de chaque pli. Ok, et enfin je fais maintenant modèle save, un fichier Python pour sauvegarder mon modèle. Alors, ici ce fichier a une seule fonction aussi, et la fonction modèle save qui prend le modèle, les scores et un seuil. Pourquoi j'ai mis un seuil? Parce que lorsque je fais la validation croisée, je veux faire une condition de sauvegarde de mon modèle. Je veux dire si le score moyen de tous les plis au niveau de ma validation croisée est supérieur au seuil que moi j'ai défini, alors j'enregistre, je pourrais même mettre supérieur ou égal peut-être, mais bon, je pourrais faire ça. Si c'est supérieur ou égal au seuil que j'ai défini, alors je peux enregistrer le modèle. D'accord? Dans le cas contraire, je dis le modèle n'a pas réussi le test de la validation croisée. Donc ça veut dire que je vais refaire ma modélisation. Ça veut dire que je peux revenir au niveau de modèle fit et voir si je ne peux pas tester un autre algorithme. Donc il suffit de changer ma fonction modèle fit par exemple. D'accord? Mais dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment automatiser la sélection du meilleur modèle de machine learning. Donc l'idée ici, c'est de faire une condition de sauvegarde. On ne va pas sauvegarder n'importe quoi. Il faut sauvegarder un modèle qui se généralise très bien. Et ça, c'est la validation croisée qui nous permet de le savoir. Et une fois que j'ai fini d'écrire mes fichiers Python, d'accord, qui représentent des tâches de mon projet de machine learning, ici, ces tâches-là, en fait, quand on revient dans l'image, ces tâches et ces fichiers Python sont en fait les petits cartons que vous voyez ici. D'accord? Donc, on passe du code monolithique à un code modularisé qui est représenté par des petits cartons, donc des petits fichiers Python qui traitent les tâches, chacune des tâches de mon projet de machine learning. Voilà. Donc, je fais les sauvegardes
Et après, je viens dans mon notebook et j'importe les modules. Donc, cette fois-ci, au lieu d'importer sklearn, preprocessing, sklearn, modèle linéaire, etc., etc., je vais plutôt importer mes modules. Donc, je vais importer mes fichiers Python. Les fichiers Python se comportent comme des modules, au même titre que Pandas, par exemple. Donc, ici, je vais dire from load data import load data. À partir de mon module load data, importe moi la fonction load data. Si j'avais plusieurs fonctions dans mon module load data, qu'est-ce que je ferais et que je voulais importer toutes ces fonctions, je ferais tout simplement, donc je vous l'écris, import load data. D'accord, tout simplement. Ok, je peux tout importer comme ça. Ou bien, je peux écrire from load data import. Je peux faire comme ça, astérisque. Donc, ça veut dire importe-moi toutes les fonctions. Ok, donc, import load data as L par exemple. Ok, donc ici aussi je fais de même from data split import data split. Donc j'importe les fonctions que j'ai envie d'utiliser. Ok, j'exécute. Je vais charger mes données. Donc int y, j'utilise ma fonction load data tout simplement parce que je sais que la fonction load data retourne un tuple. Donc je retourne d'abord mes features et ma variable c. Donc si vous voulez, je peux vous montrer. Voilà. Maintenant, les données d'entraînement. J'ai aussi une fonction data split qui me permet de faire ma division en données d'entraînement. Ok. Et j'ai la formation du modèle. J'utilise la fonction modèle fit. Donc, modèle fit, voilà, tranquille, istrain, ytrain, mass iter égale à 1000. J'exécute. Voilà, ça c'est juste un warning de logistic regression. Je pouvais standardiser. Quand vous standardisez souvent, ça ne met pas ce warning là. Donc c'est un modèle de régression logistique. Je fais ma validation croisée avec les données de test. J'ai les scores. J'ai le score moyen. Donc voilà. OK. Et je peux entraîner maintenant, sauvegarder mon modèle. Je ne vous ai pas montré le score du modèle. Donc, ici, je peux montrer le score du modèle en faisant fitted modèle.score. Dans un projet où vous n'allez pas utiliser l'accuracy comme métrique d'évaluation de votre modèle, il faudra définir la métrique que vous voulez utiliser. Dans une fonction aussi, ce serait bien de la définir peut-être dans une fonction à l'intérieur du modèle fit, à l'intérieur du module modèle fit, et vous utilisez ces fonctions pour retourner là où les métriques d'évaluation. Donc ici, j'utilise seulement attention, modèle score instTest, ytest. Voilà, ça fait 0,98. J'ai le score moyen de la validation croisée qui est 0,92. Donc, moi, j'ai mis un seuil de 0,90. Donc, il faut que mon modèle soit au-dessus soit supérieur à l'accuracy, donc la précision de mon modèle soit supérieure à 0,90. Donc, quand je fais ça, j'applique ma fonction modèle save, j'exécute, il me dit modèle sauvegardé. Modèle sauvegardé. Donc, le modèle a été sauvegardé, je peux le voir dans mes fichiers. OK. Donc, voici, chers amis, ce que je voulais vous présenter. Il faut toujours modulariser votre code de machine learning au lieu d'écrire un code monolithique. Les principaux bénéfices d'une telle approche sont, c'est que sans modifier ce notebook, sans modifier le notebook, vous pouvez modifier chacune des tâches de votre projet sans modifier ce notebook. Il suffit d'aller modifier les modules, tout simplement.
D'accord? Si par exemple vous voulez importer d'autres fichiers de données, vous venez vous modifier le load data, etc. etc. D'accord? Donc, les avantages, c'est que si vous voulez modifier la source des données, il suffit de modifier le fichier load data, par exemple .py. Si vous voulez modifier les options de division des données, donc vous modifiez le module data split. Si vous voulez moduliser, donc si vous voulez modifier par exemple la stratégie de sauvegarde du modèle, vous modifiez le module modèle save. Donc cette approche, voilà, va vous permettre à vous-même de gagner beaucoup du temps. Lorsque vous avez un problème de code, vous savez exactement où le problème se trouve déjà. Et dans le cas où vous travaillez avec une équipe, surtout en entreprise, ça va permettre à ce que vos collègues puissent venir vous aider, par exemple, par rapport à un module précis donné. Ok? Ah, j'ai des problèmes au niveau de la validation croisée. Donc, le collègue, il vient, il rentre directement dans le module cross-validate pour travailler. Il n'a pas besoin de regarder ce notebook-là. Voilà. Donc, à partir de maintenant, je vous exhorte toujours à penser modularisation de vos codes en machine learning. Ça va vous donner plusieurs avantages et l'un des avantages aussi majeurs, c'est que ça facilite la mise en production de votre modèle euh, de machine learning. Comme autre méthode, il y a aussi la construction de pipeline, l'automatisation même des pipelines de machine learning. Et j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Je vous mets ça dans la description de le lien dans la description de cette-ci et vous pouvez aller regarder comment construire des pipelines de machine learning et comment même traquer les performances de vos modèles de machine learning avec MLflow. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, faites-le. Et le matériel que j'ai utilisé, c'est-à-dire les fichiers que j'ai utilisés dans ce tutoriel, je le mets à disposition dans le groupe WhatsApp Real Pro Data Science. Donc, je mettrai le lien du groupe WhatsApp. Si vous voulez, si vous avez besoin de revoir ces fichiers-là, veuillez nous rejoindre dans le groupe WhatsApp parce que je vais publier le lien, en fait le fichier zippé, le dossier zippé de tous ces fichiers-là et vous allez pouvoir avoir cet exemple. Merci à vous et à bientôt.